Je vous propose de passer au conférencier suivant qui sera cette fois en ligne. Il s'agit de Monsieur Christophe Nicolet. Est-ce qu'il est... Bonjour messieurs, dames. Parfait. Alors, Monsieur Nicolet est co-CEO de la société Felco SA. Et je trouve intéressant d'avoir le point de vue d'une PME quand même relativement importante et qui a pignon sur rue de façon internationale, mais il nous semblait important d'avoir cette vision d'une PME romande face à justement cette période de crise. Donc, en tout cas, je remercie grandement Monsieur Nicolet, comme je vous l'ai dit, co-CEO de Felco, avec une conférence dont le titre est « Opportunités logistiques en temps de crise, parcours d'une PME suisse ». Voilà, vous avez la parole. Un grand merci pour votre présentation. Merci d'avance pour votre présentation. Voilà, merci Monsieur Wieser. Bonjour à toutes et tous et un grand merci pour nous offrir l'opportunité de présenter un petit peu la perspective d'une PME qui a traversé cette crise. L'image est évocatrice, hein, comment est-ce qu'un virus a réussi à nous faire manquer d'un bien considéré comme essentiel sous nos latitudes. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, la démarche de cette présentation, elle sera de vous décrire les stratégies logistiques qui ont été mises en œuvre ces dernières années et puis d'observer un petit peu quelles sont les opportunités ou certaines, en tout cas, opportunités qui ont été exploitées durant cette période. Pour poser le contexte rapidement, Felco, année de fondation 1945, une société en main familiale, troisième génération au sein des boards de notre groupe. Typologie de produits, tout ce qui coupe le végétal, donc des sécateurs, des élagueurs, des scies, des couteaux, des ébrancheurs, avec une focalisation importante ces dernières années sur une clientèle professionnelle et depuis quelque temps également avec une focale en B2C au niveau des passionnés les plus exigeants. Au niveau de nos sites de production, nous nous trouvons ici au Genevois-sur-Coffrane avec un site de production à peu près 160 personnes. Et puis, nous avons dans notre groupe également une société basée à Cornol dans le Jura qui fabrique toutes les pièces matricées en aluminium qui rentrent dans la composition de nos sécateurs. On produit environ 1 million de sécateurs par année. Donc, il faut imaginer qu'ici, sur le site des Genevois-sur-Coffrane, ce sont à peu près 5 000 à 6 000 outils qui sont produits de manière quotidienne. 90% sur l'export, quand même un marché interne intéressant avec 10% de notre chiffre d'affaires réalisé en Suisse et 50% dans la zone européenne. Pour donner des ordres de grandeur, puisqu'il y a quand même passablement de personnes qui sont directement liées à la logistique, ce sont 3300 envois B2B qui sont effectués ex-factory depuis les Genevois-sur-Coffrane. Donc, ce sont principalement des camions et des containers qui sont envoyés chaque année. 11 filiales dans le monde, ça c'est pour soutenir notre réseau de distribution avec des clients actifs dans plus de 100 pays où Felco n'a pas de filiale. Ce sont donc des importateurs qui nous représentent et qui représentent donc la marque et qui assurent la distribution de nos produits dans ces régions. Alors, pour revenir à la situation telle que nous l'observons depuis le mois de janvier, notre premier statement, notre première réaction, elle a été claire, assurer la sécurité de nos employés avec la mise en œuvre de tout ce qu'il fallait faire pour assurer cette sécurité. Et puis ensuite, assurer la continuité de nos opérations afin d'également assurer que nos utilisateurs, nos clients puissent avoir accès à nos produits. Alors, même si on ne fabrique pas de médicaments, on s'est rendu compte qu'il était important, puisque la demande s'est avérée grande, d'arriver à acheminer des sécateurs à notre clientèle professionnelle pour qu'ils puissent s'occuper de leur domaine viticole, de leur domaine arboricole, mais également aux particuliers qui étaient confinés à la maison et qui désiraient s'occuper de leur jardin.
les stratégies qui ont été déployées ces dernières années se sont focalisées, par exemple, au niveau de l'expédition, sur la mise en place et le déploiement d'un hub de distribution couvrant la zone euro. Donc, il faut comprendre que en 2018 encore, l'ensemble des livraisons pour le monde entier partaient depuis la Suisse. Et puis, on est rentré dans une démarche, elle a été drivée cette démarche par le fait de désirer minimiser les risques inhérents aux accords de libre-échange entre la Suisse et l'Union européenne qui pouvaient être mis à mal, à risque, et puis aussi notre volonté de nous rapprocher de nos clients de la zone euro afin de les servir de manière plus efficace. Donc ça, c'était notre stratégie et notre volonté de nous rapprocher de nos clients et d'offrir des services meilleurs. Aux États-Unis, à peu près la même démarche avec une volonté de déployer un hub qui était existant depuis de nombreuses années, mais afin qu'il puisse aussi servir le territoire canadien. Et puis, afin de nous rapprocher justement de notre clientèle B2C, de déployer la première plateforme de vente en ligne sous contrôle complète de Felco depuis notre warehouse aux États-Unis, afin de livrer directement nos clients basés aux US depuis, comme je l'ai dit, depuis notre hub. Alors, les opportunités, et ce qu'on a remarqué, c'est que les livraisons, finalement, le fait d'avoir des hubs importants et d'être performants dans les marchés principaux, donc tant en Europe, aux États-Unis que bien sûr en Suisse, nous a permis d'assurer la continuité. Donc, on a pu se détourner des complications douanières, comme c'était mentionné par M. Buhlmann précédemment, afin d'assurer justement que tous nos clients basés dans ces zones importantes puissent être approvisionnés. On a observé une augmentation très importante de la demande d'achat en ligne. Et puis là, on était très content d'avoir mis en place une plateforme de vente en ligne aux US. Là, les chiffres d'affaires, ils doublaient chaque mois. Et c'était vraiment impressionnant de constater cette forte demande et ce switch par rapport aux habitudes finalement de ne plus pouvoir se déplacer dans une jardinerie et de commander en ligne afin de s'approvisionner en outils de jardin. Et ça nous a permis, du fait qu'on avait acquis une certaine expérience, et de déployer immédiatement dans d'autres pays, notamment en Suisse, d'autres plateformes de vente en ligne. Et puis là, je profite de remercier les services d'Aline Jacquet et de la Poste qui a réussi à acheminer les articles de jardin qui étaient vraiment en forte demande sur le territoire helvétique. Et puis, ça nous a vraiment rendu service tant à Felco qu'à notre clientèle. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est qu'on se prépare, le constat qu'on peut avoir au niveau de la logistique d'expédition, c'est qu'on se prépare rarement pour les bons risques et pour les bonnes crises, même si on en a vécu, pour ceux qui sont aux affaires depuis plus de 20 ans, entre les subprimes, entre la crise de l'euro et les bulles spéculatives. Je veux dire, on a vécu des crises d'ampleur différentes. On a beau se préparer, on se prépare rarement pour la bonne crise, mais le fait de se préparer, on a en tout cas, nous, l'impression que ça nous rend absolument plus agiles à réagir. Un autre exemple, dans la logistique d'approvisionnement, depuis de nombreuses années, au sein de la société Felco, on a cette volonté d'avoir des circuits courts pour nos approvisionnements, d'avoir une économie circulaire. Là, il y a un exemple sur notre manière de travailler avec notre partenaire Aluminium Laufen, qui livre de l'aluminium à Preta, qui nous produit des poignées aluminium semi-finis qui arrivent chez Felco. Tout outil produit par Felco est issu de 50% d'aluminium recyclé avec un circuit extrêmement court. Donc ça, c'est vraiment important. Et comme vous le voyez sur les montants, les pourcentages en termes d'approvisionnement, on constate que 70% de nos approvisionnements sont réalisés en Suisse et 23% en Europe.
ce qui fait qu'on a une suissitude extrêmement importante de nos produits. Si on prend les critères Swissness, plus de 90% de la valeur ajoutée sur nos sécateurs proviennent de Suisse. Ça veut tout simplement, ça montre que ces stratégies finalement qui ont été mises en œuvre de manière totalement naturelle nous ont permis d'avoir un ajustement de nos besoins avec des partenaires de proximité. Contrairement à ce qui a été dit précédemment, n'ayant pas de fournisseurs importants au Far East, on a pu travailler de manière très locale et de manière très réactive, et la chaîne d'approvisionnement ne s'est pas interrompue. Donc, on a pu assurer la continuité de nos opérations aussi au niveau industriel. Et ça, c'est grâce à la proximité et puis la grande adaptabilité de nos partenaires, puisqu'on était en contact vraiment très proche. Pour terminer, avant de parler, peut-être de prendre un peu de recul de manière plus globale sur cette crise, en termes de stock, il faut comprendre qu'on travaille dans un business qui a une forte saisonnalité. Donc, c'est la grosse saison actuellement, mois de septembre-octobre, où derrière moi, j'ai beaucoup de camions qui sont alignés pour être chargés, puisque c'est à la fin des vendanges que les domaines viticoles commencent à approvisionner les sécateurs qui vont être utilisés pour tailler les vignes. Donc, c'est maintenant que les saisons sont importantes en termes de livraison. Donc, très grande saisonnalité qui va générer un besoin de stock important afin d'être prêt à livrer. Il faut comprendre qu'on a peu de prévisions venant de nos différents marchés, donc très peu de visibilité. Aujourd'hui, à mi-octobre, je ne peux pas vous dire encore toutes les commandes qui vont tomber pour le mois en cours. Donc, c'est un portefeuille qui est quasiment inexistant, donc quelques pourcents du chiffre d'affaires en portefeuille pour les 2 semaines qui sont devant nous, mais sinon, très peu de visibilité. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles Felco doit avoir des stocks qui peuvent être importants en fonction de la saison. Et on avait spécialement des stocks, des sources qu'on pouvait se considérer avant la crise, encore fin d'année passée, comme des stocks peut-être trop importants, puisque vous voyez que 15% de nos chiffres d'affaires annuels sont stockés en termes de produits finis et plus de 22% de notre chiffre d'affaires en cours de production. Donc, si on se base sur les bonnes pratiques, ces valeurs sont trop élevées. Mais en temps de crise, c'est devenu un asset, une opportunité extraordinaire, puisque ça nous a permis finalement d'ajuster nos capacités de production en fonction des besoins clients. Et puis, ça nous a permis également de financer la crise parce qu'on a pu liquéfier, si on veut, monétiser, si on veut, notre stock. Et en termes de cash planning, ça nous a beaucoup aidé. Ce que j'aimerais dire maintenant au niveau des enseignements post-crise, c'est que je pense qu'il y a une tendance, et ça a été relevé en introduction par M. Vizère, qui nous disait que certains grands groupes étaient dans une démarche de rapatriement de certaines activités industrielles. Je pense que la tendance de passer de la globalisation à la régionalisation est en marche. Alors, il faut que le modèle d'affaires le permette, mais si ce modèle d'affaires le permet, ça permet d'améliorer sensiblement la résilience de la supply chain plutôt que d'aller vers une optimisation lead time et économique. Ensuite, et je pense que personne ne me contredira dans l'assemblée actuelle, la supply chain devra encore plus être au centre des préoccupations des directions et des boards de nos PME. Généralement, la supply chain a été toujours perçue comme un outil. C'est vraiment un axe stratégique et il doit être considéré en tant que tel et il doit aussi être jugé en tant que tel. Donc, les performances de l'organisation
au travers du taux de service, au travers de la capacité de la supply chain, au travers de la capacité du management à développer une supply chain résiliente. C'est, je pense, des nouveaux modes qui doivent être de plus en plus intégrés dans les différents bords, dans les différentes directions. Et puis ensuite, mais ça a aussi été dit, hein, on le voit, nos équipes, comme elles ont réussi à s'adapter, à comprendre que leur engagement était déjà reconnu, mais absolument important. Je pense qu'il faut continuer à privilégier les compétences sociales et surtout cette faculté d'adaptabilité lors des recrutements. Hein. Les hard skills sont de toute manière nécessaires, mais je pense que d'avoir dans les équipes des gens qui ont le courage de prendre des décisions qui seront en période de crise de toute manière pour la moitié des décisions erronées, il faut que ces personnes puissent être présentes sur le pont en temps de crise, prendre des décisions, en tirer les conséquences, ajuster et puis avoir cette flexibilité et cette agilité. Pour terminer, avant de répondre à vos éventuelles questions, j'aimerais juste partager une expérience personnelle. J'ai eu la chance de pouvoir travailler durant plusieurs années justement au Far East. J'étais en poste en Malaisie entre 2003 et 2009. Et puis, pour certains, 2003, peut-être que vous vous en rappelez, mais si vous ne vous en rappelez pas, je le comprendrai, mais on a été en Asie frappé de plein fouet par le SARS. Donc, dans l'organisation dont je m'occupais, une société de 400 employés qui s'occupait de production, on a dû mettre en place tout ce que l'on connaît aujourd'hui et qui nous semble une normalité, les masques, les désinfectants, les scans aux aéroports quand on se rendait à Shenzhen vers certains de nos partenaires qui nous contrôlaient la température, etc. Donc, j'ai eu cette chance de pouvoir vivre avec cette expérience, même si c'était difficile puisque j'étais avec ma famille, avec des enfants en bas âge. Et ça m'a permis d'avoir un discours que je me suis rendu compte assez décalé, surtout au mois de janvier, quand je prenais la parole devant nos collègues et puis que je leur disais tout simplement posez-moi pas la question de savoir si on va ou non être frappé par ce virus. La seule question, ça va être à quel moment on aura le premier cas au sein de la société. Donc, préparons-nous. Donc, j'avais un discours un petit peu décalé, 2 ou 3 semaines, pas beaucoup d'avance, mais 2 ou 3 semaines d'avance. Et ça nous a permis peut-être d'avoir cette sensibilité et de permettre aux personnes d'avoir un autre discours que le discours officiel et finalement de se préparer. Et comme je l'ai dit, quand on a le désir de se préparer pour une crise, on se trompe souvent tout le temps de crise et nos hypothèses sont souvent erronées. Mais ce n'est pas grave. La résilience de nos PME, elle est justement elle se crée à travers cette faculté que nous avons à être agile. Et puis, c'est là-dessus que j'aimerais terminer cette petite présentation. Donc, merci pour votre attention et très ouvert à vos différentes questions. En espérant avoir respecté le timing. Votre micro, je ne vous entends pas. Voilà. Voilà. La logistique était un peu défaillante. On a une question en ligne. En tout cas, je vous remercie de votre présentation. Je réitère mes remerciements. Et première question qu'on va vous poser. Bonjour Monsieur Nicolet, une question du public. Est-ce que le fait d'être installé dans les montagnes neuchâteloises où le prix de l'immobilier est bas rend possible votre politique de stock? Alors effectivement, les coûts de stockage sont inférieurs par rapport à ce qu'on peut connaître dans d'autres régions. Donc oui, c'est un facteur qui peut nous donner les moyens de le faire et de le réaliser. Mais encore une fois, on a réussi avec l'implémentation de nos hubs dans des endroits stratégiques aux États-Unis et en Allemagne, là également dans des zones un peu périphériques, à avoir
des coûts de stockage qui sont finalement très compétitifs également dans les autres pays. Merci. Et j'ai encore une deuxième qui vient de tomber. En temps de crise, quelle était votre satisfaction par rapport à la délégation de compétences pour la vente à distance et la logistique dans les pays où vous n'étiez pas représenté? Donc, la première partie de la question, c'est par rapport à notre capacité à atteindre les clients en B2C à travers les plateformes e-shop, c'est bien ça? Ou surtout votre satisfaction par rapport à la délégation des compétences? Oui, alors bon, une énorme satisfaction d'avoir pu mettre en place ces plateformes de vente en ligne afin d'atteindre une clientèle B2C, ce qui n'était, il y a 2 ans encore, pas du tout dans la stratégie de notre société. Et encore une fois, c'est vraiment une immense satisfaction parce que ça nous permet de rentrer en contact direct avec des clients utilisateurs. Et ça a orienté très fortement notre stratégie actuelle qui se déploiera durant les 3-4 prochaines années. Donc, une grande satisfaction d'avoir compris cette importance et puis que finalement, ça soit la voie du marché qui oriente nos futures stratégies. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. D'autres questions dans la salle? Oui. Une question. Bonjour, Monsieur Nicolet. J'ai une question. Comment est-ce que vous jugez l'interventionnisme de l'État, que ce soit fédéral ou cantonal, par rapport à vos activités? Est-ce que ça a été un facteur de succès, un facteur de frein, finalement, pour passer à travers cette crise? Alors, c'est une bonne question parce qu'on a constaté qu'à des différents stades de la crise, notre fédéralisme a eu des effets bénéfiques, mais a aussi atteint certaines limites. Donc, le fait d'avoir à un certain moment au niveau de l'OFSP, au niveau du Conseil fédéral, repris la haute main, je pense qu'elle a été bénéfique afin de pouvoir convoyer un message cohérent à l'ensemble des acteurs et des parties prenantes de notre organisation. On était tous à la même pris au même niveau, avec un degré d'information et de compréhension qui était cohérent. Donc, ça nous a plutôt aidé dans la phase aiguë, surtout quand on ne savait pas la virulence de et puis finalement l'impact que pouvait avoir sur la santé de nos collaborateurs ce virus. Donc, plutôt positif pendant la période de crise majeure. Maintenant, on se retrouve un petit peu dans la situation telle qu'on l'a vécue au mois de mars-avril, avec des réactions, des actions qui seront certainement très différentes, et on l'espère qu'elles seront très différentes. Mais vivant dans une région où, même si on est dans les montagnes neuchâteloises, on est quand même très proche de Berne et du canton de Vaud, avec une approche fondamentalement différente entre ces 3 cantons, des employés qui vivent dans ces 3 cantons, et puis des grandes difficultés à comprendre finalement les procédures à suivre qui ne sont pas cohérentes d'un canton à l'autre. Donc, je suis très impatient de comprendre s'il va de nouveau y avoir une sorte de reprise en main afin de tenter d'homogénéiser les procédures dans les différents cantons, ou si la Confédération va continuer de laisser les cantons évoluer de manière indépendante. Très bien, merci beaucoup. Merci encore une fois pour votre présentation et on va vous applaudir.